Ça, c'est bloqué, hein. Vous ne voyez rien parce que tout simplement il est en train de reprendre. Comme ça ne défilait pas, il est obligé de refaire le partage. Soyez juste un peu patient. En même temps, profitez pour écrire vos questions. Profitez pour les autres pages. Je pense que je dois commencer. Oui, je pense que c'est tous les OPH qui font ce genre de formation via Zoom. Il y a beaucoup de PH qui le font. C'est pas Dr Goumam, c'est Dr Gougam, depuis le temps. Depuis le temps que je suis avec vous, avec un G. Catania, c'est pas grave. Ce n'est qu'un nom. Alors il est là, mais bon. Professeur. Activez le son. Vous Voilà, j'ai m'entendez? activé le son. Oui, on vous entend très bien. Vous Ah n'arrivez bah, très bien. pas. Mais on n'a pas le partage. Hein. Vous n'avez pas le partage. OK, je vais le faire. C'est bon? Vous l'avez? Non, non, on ne l'a pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure, ça fonctionnait très bien. Je sais pas, et ça a bloqué. Ça a bloqué, je sais pas pourquoi.
C'est bon? Non. Ah, ça vient. Ça vient. Très bien. Enfin, voilà. Très bien. Ils ont la réponse, hein. Comme ça, ce sont les réponses. Donc, les différents types de sinusite, nous avons la sinusite aiguë, la chronique. La différence, la première, elle est moins de 3 semaines d'évolution. La deuxième, elle est plus de 12 semaines. Entre les deux, c'est la tube aiguë. Et puis, nous avons la récurrente, si nous avons plus de 4 épisodes par an. Donc, quelles sont les étiologies principales? C'est quoi la récurrente? La récurrente, si nous avons plus de 4 épisodes, 4 épisodes de sinusite par an. Si on calcule, c'est un malade donc fait plusieurs sinusites aiguës. Si on calcule pendant un an combien il fait, donc s'il fait 4, on parle de sinusite récurrente. Pour ne pas la mettre avec la chronique, on ne peut pas la mettre avec la chronique et dire Non, plus mais de 12 l'évolution semaines de et c'est l'épisode, tout. elle est moins de 3 semaines, moins de 12 semaines. Donc, D'accord. il peut faire une première sinusite de 4-5 jours, guérissant. La deuxième, 15 jours, 10-15 jours, guérissant. La troisième et la quatrième, ici, on parle de récurrente. Maintenant, s'il a une sinusite qui ne guérit pas, 3 semaines, il a une rhinorrhée pendant plus de 12 semaines, pardon. Une rhinorrhée, par exemple, une rhinorrhée. Là, on est dans la chronicité, dans la sinusite chronique. C'est pas la même chose. C'est clair? Vous avez des questions? Oui, ils ont des questions. Allez, dites-moi. Alors, vous commencez par, bon, il y a Illusie qui parle de virus et tout, l'hérédité accidentelle, sinusite aiguë, inférieure Moins à de trois 4, semaines ou 3 semaines, 4. 4 semaines. Oui, pratiquement la même chose, 3, 4 semaines. C'est bon, selon les classifications. Et puis, il y a certains qui disent 4 semaines, d'autres 3 semaines. L'essentiel, qu'elle ne doit pas être chronique, c'est-à-dire plus de 12 semaines. D'autres questions? Virose, allergique, bactérienne, on va voir ça. Infectieuse allergique, Ils sont passés à céphalée, l'étiologie, hein. douleur, ça c'est la clinique. On arrive à la clinique, on n'est pas encore là. Ils sont en train de répondre à l'étiologie, les étiologies principales. مازال ما لحقناش. Bon, quelles sont les étiologies principales? Ah, d'accord, voilà. Donc, on a la rhinogène. La rhinogène, la dentaire et la post-traumatique. C'est les trois, c'est les trois étiologies. Rhinogène pour d'entrée et le nez, dentaire pour d'entrée dentaire et traumatique suite à un traumatisme. Quels sont les principaux agents bactériens en cause? Pneumocoque, c'est bien. Donc, le streptocoque, ouais, le staph, Haemophilus influenzae, c'est bien. Et il manque un qui est le Moraxella catarrhalis. Donc, c'est les principaux, donc les quatre. Donc, ils sont le streptocoque pneumonie ou le pneumocoque, l'Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis et le staph. Avant de Voilà, passer à la prochaine plaque, excusez-moi, professeur, il y a une personne qui vous dit, est-ce que cette classification correspond à l'enfant et l'adulte? de la chronicité, c'est ça? Non, non, toute Ou la pour le profil classification que vous bactériologique? avez donnée, toutes les Bon, classifications, les 4 classifications, est-ce qu'ils oui, oui, correspondent à enfant et l'adulte et adulte. à Enfant et l'enfant? adulte. C'est en Voilà, général, c'est les pour qu'on sinusites. puisse Maintenant, avancer. on parle de sinusite. D'accord? D'accord, On merci. n'a pas encore détaillé l'enfant et l'adulte. Alors, l'origine, donc il peut être rhinogène, dentaire ou traumatique, et la bactériologie, c'est les quatre, les principaux pour les sinusites d'origine rhinogène. Maintenant, plus rarement les anaérobies, surtout beaucoup plus pour les sinusites dentaires, d'origine dentaire. Voilà, comme vous voyez ici, excusez-moi, comme vous voyez ici, c'est une sinusite d'origine dentaire. Il y a une porte d'entrée, il y a un passage d'un corps étranger, un matériau de soit d'une racine dentaire ou d'un matériau de plombage ou de soins dentaires dans le sinus.
Et bien sûr, donc il y a une infection qui passe de la cavité buccale, comme je vous ai déjà dit, septique, vers un sinus maxillaire qui est censé être aseptique, avec formation de sinusite. Vous avez mis fistule, c'est ça. Ici, c'est une sinusite post-traumatique. Donc, il y a une effraction de la paroi inférieure de l'orbite, paroi supérieure de l'orbite, c'est post-traumatique. Il y a une hernie du contenu orbitaire dans le sinus maxillaire. Et puis, ici, vous voyez, c'est un niveau hydroaérique. Donc ça, c'est du sang, c'est un hématome. Cet hématome va se surinfecter et donner une sinusite. Donc ça, c'est les sinusites d'origine traumatique ou post-traumatique. C'est la surinfection, c'est bien. Eh ben, le substratum anatomique dans la sinusite ou l'éthiopathogénie, c'est le dysfonctionnement de l'ostium sinusien. Si on a un dysfonctionnement de l'ostium sinusien, il n'y aura pas de drainage. Et quand il n'y a pas de drainage, il y a une stase, surinfection et rétention et sinusite, bien sûr. Comme vous voyez ici sur la vidéo. Voilà. Donc, quand on a une inflammation, ça c'est l'ostium. Qu'est-ce qui va se passer? Un œdème au niveau de l'ostium, de la muqueuse, qui va fermer la sortie de l'ostium. Donc, il n'y aura pas de drainage. Et donc, il y a une accumulation des sécrétions en amont, comme vous voyez ici, une hypertrophie de la muqueuse, et puis cette collection va se surinfecter et donner une sinusite, les sécrétions purulentes. Voilà. Vous avez des questions? Je continue. Quels sont les signes cliniques majeurs d'une sinusite maxillaire? Devant une sinusite maxillaire, donc un malade qui vient vous voir et vous dit, voilà, j'ai une douleur à tel niveau, céphalée, oui, encore, plus précisément, écoulement nasal, douleur, céphalée, écoulement nasal, rhinorrhée, c'est bien. Céphalée, douleur à la flexion de la tête, très très bien. La position penchée en avant déclenche la douleur, accentue la douleur. Ça, c'est dans les sinusites aiguës, dans les sinusites avec collection, les sinusites bactériennes généralement. Plus la fièvre. Tuméfaction, à quel niveau tuméfaction? Je parle de la sinusite maxillaire. Au niveau de la joue? Sous l'œil? Non. Parce que, je vous ai dit, une sinusite, c'est une inflammation de la muqueuse. Lorsqu'il n'est pas touché, et la peau qui est en avant n'est pas touchée, donc il n'y a pas de tuméfaction. Pression douloureuse, hyposmie rhinorrhée, rage dentaire, céphalée accentuée à la flexion de la tête, c'est bien, algie, donc à la palpation, des points sinusiens, ce qu'on appelle le point sinusien, point maxillaire, c'est bien. Alors, douleur sous-orbitaire unilatérale. Donc la douleur, elle est sous-orbitaire, elle est unilatérale. Il y a l'obstruction nasale, parce qu'il y a de l'inflammation, il y a de la congestion de la muqueuse, et du coup, il y a une obstruction. Rhinorrhée, rhinorrhée purulente, c'est le drainage du sinus dans la fosse nasale. Il y a de la fièvre, il y a des crachats purulents. D'accord? Qu'est-ce qui oriente vers une origine dentaire? Il vient un malade et vous dit, voilà, j'ai mal sous l'œil, j'ai mal quand je penche ma tête en avant, quand je fais la flexion de la tête, j'ai de la fièvre, le nez coule, absence de rhinite. Ok, c'est bien, absence de rhinite, c'est bien. Soins dentaires, c'est bien. Carie dentaire, c'est bien. Notion d'extraction, voilà. Donc, premier indice, le premier indice, c'est-à-dire qui nous oriente vers l'origine dentaire, c'est les soins dentaires. Avant cet épisode, si le malade donc, a fait des soins, a bénéficié de soins dentaires, si le malade a une carie dentaire, si le malade a une rage de dents, rage de dents est synonyme d'infection. Donc, et puis, les caractéristiques des symptômes.
la cacousmie. Vous connaissez c'est quoi la cacousmie? C'est quoi une cacousmie? C'est quoi? Non, oui, non. Mauvaise odeur. Très bien. Donc le malade, donc la cacousmie, donc c'est odeur fétide. C'est ça. Donc la cacousmie, c'est l'odeur fétide. Anosmie, c'est l'absence de l'odorat. Hyposmie, c'est c'est un odorat donc, qui est abaissé, qui est diminué. Cacosmie, donc c'est une odeur qui est fétide. Très bien. Donc cacosmie, sécrétion purulente fétide, atteinte dentaire à l'examen, aux notions de soins dentaires. Et puis, quand on fait une radiographie des dents, un scanner dentaire, c'est le dentascan, ou bien une panoramique dentaire, ou bien un combim, ou bien un scanner, carrément. On va objectiver, bien sûr, cette porte d'entrée dentaire et la sinusite qui est d'origine dentaire, donc qui est généralement unilatérale. Quelles sont les particularités d'une sinusite sphénoïdale? Alors, par quoi se caractérise cette sinusite? Le sinus sphénoïdal, c'est un sinus qui est postérieur. Œdème facial, non. Je ne suis pas d'accord. C'est un sinus qui est postérieur. Et du coup, très très bien. Donc, puisque c'est un sinus donc, qui est postérieur, c'est-à-dire que le siège de la douleur doit être postérieur. Donc, les céphalées, comme l'a répondu un confrère, donc les céphalées sont au niveau de l'occiput, au niveau de la région postérieure de la tête. C'est beaucoup plus des céphalées que des algies faciales. C'est beaucoup plus des céphalées postérieures. À la différence, par exemple, d'une sinusite du compartiment antérieur, les algies sont, ou les douleurs sont au niveau facial. C'est-à-dire, on parle d'algie ou de douleurs faciales au niveau des points sinusiens, que ce soit maxillaires, frontaux ou ethmoïdaux. Céphalées rétro-orbitaires, c'est bien ça. Donc, l'essentiel est que les céphalées sont postérieures. Et toujours, bien sûr, accentué par la position ou la mobilité de la tête, ou la mobilisation de la tête et la position de la tête penchée en avant. Quelles sont les particularités d'une sinusite sphénoïdale? Céphalée profonde occipitale ou au niveau du vertex. Les troubles visuels, pourquoi les troubles visuels en fait? Baisse de l'acuité visuelle et la diplopie. Sauf si vous avez suivi. Bien suivi. Nerf optique, très bien. Passage du nerf optique, sinus caverneux, très très bien. Donc le nerf optique et le sinus caverneux sont en contact direct avec le sinus sphénoïdal. C'est-à-dire s'il y a un passage de l'inflammation par continuité, par contiguïté beaucoup plus, donc on risque d'avoir ces deux symptômes. Le diagnostic, généralement, c'est vrai, nous avons la clinique, on examine les sécrétions au niveau du méa moyen ou à quel niveau? En cas de sinusite sphénoïdale. Le drainage, il se fait dans le méa moyen ou le méa inférieur ou le méa supérieur. Inférieur, supérieur, 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 supérieur. C'est supérieur. Très bien. Donc le méa inférieur, il n'y a rien. Il n'y a pas un sinus qui se draine dans le méa inférieur. Au niveau du méa inférieur, il y a le canal lacrymonasal ou l'orifice nasal du canal lacrymonasal, de la voie lacrymale. Le méa moyen, c'est au niveau, c'est pour le compartiment antérieur. Et le méa supérieur, c'est pour le compartiment inférieur, supérieur, pour le compartiment postérieur, pardon. Là, il y a une question, une bonne question pertinente. Comment on examine un méa supérieur? C'est très difficile, on ne peut pas voir un méa supérieur. Donc l'examen du méa supérieur, c'est clair, on ne peut pas aller voir directement le méa supérieur, mais quand les sécrétions sortent du méa supérieur, elles passent au niveau du cadre choanal, c'est-à-dire elles sont postérieures. Donc les sécrétions généralement sont postérieures et ils sont au niveau de la choane, au niveau du cadre choanal, donc ils passent directement dans le cavum.
Quelles sont les complications orbitaires possibles dans les sinusites? D'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir une complication orbitaire ou ophtalmique? Oui, parce que tout simplement, sinus orbitaire, c'est bien. Donc, parce que, voilà, l'âme fine, très bien, tout simplement, il y a une petite frontière entre l'orbite et, et l'ethmoïde. Cette frontière est faite par une lame très fine qu'on appelle la lame orbitaire ou la lame papyracée. La lame papyracée, c'est bien ça. La lame papyracée, c'est une lame qui est très fine, comme son nom l'indique, papyracée, c'est du papier. Elle est très fine, elle est souvent déhiscente. Déhiscente, et du coup, donc, il risque d'avoir un passage de l'infection en cas de sinusite du sinus vers l'orbite. C'est l'ethmoïdite chez l'enfant. C'est bien. Alors, cellulite orbitaire, phlegmon supérieur, c'est intraorbitaire, soit une cellulite, donc c'est le deuxième stade, phlegmon supérieur, c'est le troisième stade, intraorbitaire, c'est le quatrième stade, thrombose du sinus caverneux, c'est le stade ultime. Quel est le traitement de première intention d'une sinusite bactérienne? C'est l'amoxicilline acide clavulanique, ça, tout le monde le sait. Quand faut-il envisager une ponction ou un drainage chirurgical? Donc la ponction est dépassée. Maintenant, on fait le drainage chirurgical, généralement par voie endoscopique. Mais à quel moment on envisage une ponction ou un drainage chirurgical dans les sinusites bloquées? C'est bien. Donc, quand on a une sinusite bloquée ou de complications, forme péralgique ou élection purulente, on propose au malade de faire un drainage chirurgical après le traitement médical. D'accord? Donc, traitement première intention et médical. Traitement d'une sinusite, la plupart des sinusites sont virales, donc c'est l'abstention thérapeutique ou juste un traitement symptomatique, les lavages des sinus, lavage des fosses nasales, du paracétamol pour la douleur et la fièvre, et puis on donne un antibiotique, de l'amoxicilline, de l'acide clavulanique, qui est le traitement de première génération, première intention, s'il n'y a pas une guérison au bout de 48-72 heures. Maintenant, si nous avons une sinusite hyperalgique, une sinusite bloquée, on peut proposer bien sûr une corticothérapie. Pourquoi? Parce que les corticoïdes lèvent l'inflammation, lèvent l'obstacle, et par conséquent, on peut avoir un drainage. Donc le drainage, il peut se faire donc, si on agit sur l'inflammation, si on agit sur comme je vous ai dit, le dysfonctionnement de l'ostium. Et puis, si jamais on donne des corticoïdes, on donne des vasoconstricteurs locaux et il n'y a pas d'amélioration, donc le traitement chirurgical s'impose. Le traitement chirurgical, qu'est-ce qu'on fait si nous avons une sinusite maxillaire bloquée? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Oui, corticoïdes même si bactérien, oui, il n'y a pas de problème. Sous couverture antibiotique. Courte, corticothérapie courte, la durée, courte durée. 4-5 jours. Seulement dans les sinusites bloquées, hein. Si cette sinusite se débloque, on arrête les corticoïdes. Alors, le drainage, il se fait par voie endoscopique. Qu'est-ce qu'on fait comme chirurgie? Trépanation de quoi? À quel niveau la trépanation? Elle se fait où? Au niveau de l'ostium. Donc, on fait directement un élargissement de l'ostium. C'est pas ostéum, mais c'est de l'ostium. Ostéum, c'est de l'os. C'est une maladie, c'est une tumeur bénigne de l'os. Mais c'est l'ostium. L'ostium, c'est l'ouverture. Donc, on fait une trépanation, on fait un élargissement de l'ostium qui se fait par voie endoscopie. Dans les sinusites du compartiment antérieur, on fait une myatotomie moyenne. Dans les sinusites du compartiment postérieur,
comme les sphénoïdites, en fait une ouverture de l'ostium sphénoïdal qui est postérieur, qui est situé sous le cornet supérieur. C'est clair? Voilà, douleur, ça c'est l'examen clinique. Bon, c'est une sinusite maxillaire d'origine dentaire, comme vous voyez ici. Il y a un contact de la dent avec le sinus maxillaire. Et puis, ça, c'est un matériau d'obturation dentaire donc, qui a migré vers le sinus phénoïdal, comme vous voyez ici, post-traumatique. Quels sont les diagnostics à évoquer devant une sinusite chronique unilatérale? Donc, si nous avons une sinusite unilatérale, ça se bloque, moi, je ne sais pas. Donc, en cas de sinusite chronique d'origine dentaire, sinusite plutôt chronique unilatérale, on pense à quoi? Dans les sinusites d'origine plutôt chronique unilatérale, on pense à quoi? Corps étranger, c'est bien. Dentaire, c'est bien. Corps étranger, c'est bien. Déviation de la cloison, oui, déviation de la cloison, parmi les causes. Mais il faut que cette déviation vienne bloquer l'ostium maxillaire pour avoir une sinusite. Néoplasique, très bien. Donc, nous avons l'origine dentaire, c'est la première des causes. L'origine dentaire, généralement, elle est unilatérale. Une balle fongique, c'est-à-dire une infection fongique, généralement, elle est unilatérale. Et en ORL, je ne sais pas si c'est valable pour d'autres spécialités, nous avons généralement des paires d'organes, donc deux oreilles, deux narines, deux amygdales, deux trompes auditives, deux vestibules. Il faut faire attention de la pathologie unilatérale. Il faut faire attention des symptômes unilatéraux. D'accord? Quand c'est unilatéral, c'est-à-dire que le problème est local. Et là, il faut toujours éliminer un problème de néoplasie. Par exemple, un malade qui vous fait une otite séreuse unilatérale, il faut faire attention. Un malade qui vient vous voir pour une amygdale malade, une seule amygdale, il faut faire attention. L'angine, généralement, c'est les deux amygdales. Si nous avons une angine unilatérale, il faut faire attention. Si nous avons une obstruction nasale unilatérale, si elle est bilatérale, ce n'est pas un problème, c'est une polypose. Mais si elle est unilatérale, il faut faire attention, il faut envoyer le malade pour une consultation spécialisée. Aussi valable pour un malade qui a une surdité unilatérale. Quand elle est bilatérale, ce n'est pas un problème pour une surdité de perception. Si elle est unilatérale, il faut penser à d'autres maladies. D'accord? Donc, quand le problème est unilatéral, c'est-à-dire que le problème est local. Balle fongique, origine dentaire, néoplasie, etc. Quels sont les terrains à risque de sinusite fongique invasive? La sinusite fongique invasive, c'est une sinusite qui est, voilà, c'est l'immunodépression, c'est bien. VIH, HIV, les hémopathies, la corticothérapie, les greffes, les immunosuppresseurs, le traitement immunosuppresseur, diabète, encore, la corticothérapie, tout ça. D'accord? Tout ça, c'est des facteurs de risque. C'est bien. Alors, pourquoi? Maintenant, on va voir donc les sinusites de l'enfant, un petit focus sur les thymoïdites surtout, hein. Alors, pourquoi l'enfant est-il à risque d'ethmoïdite? Pourquoi? Là, je me répète, hein, surtout les retardataires, hein. Pourquoi un enfant peut faire une ethmoïdite et fait pas une sphénoïdite, fait pas une sinusite maxillaire? Parce que c'est le seul sinus développé à cet âge. C'est bien. Donc, un enfant
il fait une sinusite parce qu'à la naissance, généralement, c'est le seul sinus qui est développé. Donc, les sinus ethmoïdales sont développés à la naissance. Ils sont proches de l'orbite. C'est bien. Quelles sont les deux formes cliniques? En cas d'ethmoïdite, quelles sont les deux formes cliniques? Un enfant qui fait une ethmoïdite, il va se présenter sous deux formes cliniques. Ou l'une ou l'autre, hein, pas les deux en même temps. Conjonctivite, encore. Œdème orbitaire, c'est bien. Dacryocystite, douleur coin interne de l'œil, c'est bien. Vous avez beaucoup de notions, c'est bien. Cellulite, œdème palpébral, c'est bien. Alors, il y a deux formes cliniques où il y a tout ça, ce que vous dites, c'est ce qu'on appelle les sinusites ou les ethmoïdites extériorisées, c'est-à-dire c'est des sinusites qui ne restent pas au niveau du compartiment nasosinusien, mais c'est des sinusites qui passent vers un autre organe par contiguïté ou par continuité, qui est l'orbite. Donc ça, c'est les sinusites ou les ethmoïdites extériorisées. Mais il y a une deuxième forme, ce sont les sinus ou les sinusites qui ne sont pas extériorisés. Donc, non extériorisés, c'est les rhinopharyngites bruyantes. Donc, un malade, donc, il peut faire une sinusite, comme je l'ai déjà dit. Et donc, il fait une rhinite, il y a une propagation de l'inflammation vers le sinus ethmoïdal sans qu'il y ait passage dans l'orbite. Et là, c'est les formes non extériorisées. Ce sont les rhinopharyngites bruyantes, non extériorisées. Donc, il n'y a pas de complications. Par contre, par malheur, donc cette ethmoïdite, donc elle peut s'étendre vers l'orbite. C'est dans les formes compliquées, qu'on appelle les formes extériorisées. Et dans cette forme, nous avons tout ce que vous avez cité: œdème palpébral, exophthalmie, douleur au niveau de l'angle interne de l'œil, tuméfaction au niveau de l'angle interne de l'œil, etc., l'ophtalmoplégie, etc. Alors, il y a une classification qui peut classer cette ethmoïdite extériorisée, parce que l'ethmoïdite non extériorisée, ce n'est pas un problème. Maintenant, pour les ethmoïdites compliquées ou extériorisées, sont classées selon une classification faite par, je ne sais pas si vous connaissez cette classification, je reviens toujours à la discussion avec vous. Vous connaissez cette classification, non? C'est classification d'un médecin français, Chandler, c'est un pied noir, donc il a exercé en Algérie. C'est bien ça. C'est Chandler, c'est la classification de Chandler. Il y a 5 stades croissants de gravité. Quels sont les signes de gravité qui imposent une chirurgie urgente dans l'ethmoïdite? Donc, on n'opère pas toutes les ethmoïdites, mais il y a certaines qui sont opérées, qui sont traitées chirurgicalement. Quels sont les critères? Les critères ou les signes qui nous poussent à dire un malade, par exemple, un parent d'un malade, d'un enfant, que votre fils nécessite une intervention chirurgicale. On doit monter au bloc en urgence. Quels sont les signes? L'œdème, l'exophthalmie, ophtalmoplégie, c'est bien. L'exophthalmie, non. L'ophtalmoplégie, si. Cellulite extensive. Comment on peut objectiver ça, une cellulite extensive, matérialiser ça? Et dès qu'un malade cliniquement comme ça, on peut savoir s'il fait une cellulite, s'il fait un abcès, s'il fait... comment on fait? CRP, c'est bien. Abcès, œdème papillaire, zédo. Donc CRP, pourquoi la CRP? Baisse de l'acuité visuelle, c'est bien. Alors les signes de gravité, c'est la mydriase. Si un malade fait une mydriase qui est réactive, c'est un signe de gravité. Donc il faut opérer. Pourquoi la mydriase? Le malade fait une paralysie oculomotrice, c'est un signe de gravité. Un malade qui fait une anesthésie cornéenne, c'est un signe de gravité. Donc, tout ça, c'est des signes où l'indication chirurgicale est formelle. Bien sûr, donc il y a d'autres signes. Donc, on va voir la classification de Chandler.
Et avec cette classification de Chondelet, donc on peut bien sûr poser l'indication d'opérer ou de traiter seulement médicalement. La midriase parce qu'il y a une atteinte nerveuse, une atteinte du 3, c'est bien. La paralysie oculomotrice, la même chose, atteinte du 3, atteinte du 6. Anesthésie cornéenne, c'est l'atteinte du 5. C'est-à-dire qu'il y a un passage de l'infection vers le sinus caverneux. Tout ça, c'est des signes de gravité. Un petit rappel anatomique, comme vous voyez ici. Ça, ça c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est le sinus maxillaire. C'est une pièce anatomique, hein, c'est une pièce anatomique. Ça, c'est l'orbite. On voit ici. Ça, c'est le sinus maxillaire. Et ça, c'est quoi? On fait le réflexe cornéen, pour vous répondre, avec un brin de coton, et on essaie de palper la cornée. S'il y a un clignement, c'est-à-dire que le cornet est sensible. Sinon, non. Voilà, vous avez mis cornée. Donc, il faut faire la différence entre cornée de l'œil et les cornées des fosses nasales. Ça, c'est la fosse nasale avec les cornées. Cornée inférieure, cornée supérieure, moyen et cornée supérieure. Très bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est les ethmoïdes, c'est les cavités ethmoïdales. Donc, c'est ça l'ethmoïde. Donc, il est en contact direct avec l'orbite via la lame fine qu'on appelle la lame papyracée. D'accord? Ici, c'est les cellules ethmoïdales en contact avec l'œil. Ça, c'est le sphénoïde. Et ça, c'est le nerf optique. Vous voyez ici le nerf optique? S'il y a une infection qui passe vers le compartiment postérieur et puis elle passe en postérieur dans l'orbite, elle risque de toucher le nerf optique, donc c'est la cécité. Donc la baisse de l'acuité visuelle, c'est un signe de gravité. Donc il faut libérer le nerf optique rapidement. Sinon, on a une cécité qui est définitive. On touche la cornée, c'est bien. C'est bien. Ethmoïde, c'est bien. OK. Alors, l'extension vers l'orbite, pourquoi? Parce que, bien sûr, c'est l'étroitesse des rapports anatomiques, orbite, sinus frontal, ethmoïdal et sphénoïdal. Et c'est des voisins, ils sont mitoyens. Il y a des zones de nécrose osseuse, parce qu'avec l'inflammation, on risque d'avoir de la nécrose. Il y a une déhiscence congénitale déjà. Congénitale, elle est congénitale. La lampe papyracée, elle est de base, elle est déhiscente. Il y a aussi le riche drainage veineux de l'ethmoïde et du sphénoïde dans les veines orbitaires. Donc, c'est-à-dire, donc, il y a un passage des emboles, ou les emboles septiques, du sinus vers l'orbite. Vous avez des questions? Quel est le rôle des sinus? Qui peut me répondre? Quel est le rôle des sinus? Il y a un collègue, Ahmed, pose la question à tout le monde. Quel est le rôle des sinus? Résonance? Ça veut dire quoi, résonance? Donc, un sinus, alors, un sinus, donc, il a, oui, l'aération, il allège le crâne, parce que vous imaginez, si nous avons un crâne qui est plat, c'est difficile de de le porter par l'être humain, par un simple rachis cervical. Donc, pour alléger ces sinus, plutôt ce crâne, le bon Dieu a créé les sinus. C'est une caisse de résonance. Une caisse de résonance, c'est-à-dire un malade qui n'a pas de sinus, agénésie sinusienne, et puis nous avons, parmi les caisses de résonance, nous avons les fosses nasales et les sinus.
Quelqu'un qui a un nez bouché, un sinus bouché, sa voix est différente. Par exemple, le collègue qui a la voix nasonnée. La voix nasonnée. Parce que le sinus et la fosse nasale, c'est des caisses de résonance. Aussi comme la cavité buccale et le pharynx. Alléger le crâne, caisse de résonance, amortisseur de choc. C'est un amortisseur de choc. Bien sûr, donc le sinus, en cas de traumatisme, le sinus est un amortisseur de choc. Voilà, donc généralement les différentes fonctions des sinus. Voilà, et puis je reviens au rappel anatomique. Entre l'orbite et la paupière, entre l'orbite ou le rebord orbitaire, il y a une lame fibreuse. C'est une expansion du périos, ça c'est le périos. Le périos, c'est la lame qui couvre l'os. Et cette périos, donc il peut donc donner une lame fibreuse qui est tendue bien sûr du rebord orbitaire jusqu'à la paupière. Donc ça c'est la paupière de l'œil. Et ça c'est l'orbite. Et cette lame, on l'appelle le septum orbitaire. Donc, c'est important de connaître cet élément anatomique parce que toute infection qui est derrière ce symptôme est une infection qui est grave, bon, grave, c'est-à-dire qui est évoluée et qui peut donner une infection de l'orbite. Les infections qui sont en avant du symptôme, c'est des infections qui sont beaucoup moins graves. Et du coup, donc, le Chandler, donc, il a fait cette classification par rapport à cette structure anatomique. Donc, pour toutes les infections qui sont en avant du septum, on parle d'infection ou d'atteinte préseptale. Les infections qui sont derrière le septum, ce sont des infections rétroseptales. Et du coup, donc, il a parlé d'un stade 1, c'est une cellulite périorbitaire dans laquelle elle est préseptale, dans laquelle il y a juste un œdème palpébral, mais il n'y a pas d'exophthalmie, il n'y a pas de mobilité du globe et l'acuité visuelle est normale. Donc, c'est le stade 1. Il n'y a pas de problème. Le stade 2, l'infection ou l'inflammation passe dans l'orbite. Stade 2, c'est le stade de cellulite orbitaire, sans qu'il y ait une connexion. Hein. Donc, le malade, il a un chymosis. Vous connaissez c'est quoi le chymosis? Exophthalmie axille. Voilà, résonance de la voix, très bien. Alléger le crâne, c'est ça. C'est ça, c'est bien. Exophthalmie axille. Et puis, on commence à avoir des problèmes de l'oculomotricité et des problèmes de l'acuité visuelle. Donc, c'est un stade de cellulite orbitaire. Ici, traitement médical aussi. On passe au stade 3. Donc, si cette sinusite ou cette ethmoïdite n'est pas traitée, il y a le passage vers le stade 3. Le stade 3, nous avons un œdème palpébral, nous avons une exophthalmie. Ici, elle est axile. Ici, elle n'est pas axile. Elle est refoulée. Donc, le globe oculaire est refoulé. Donc, refoulé en bas et en dehors. On commence à avoir aussi un problème de l'oculomotricité. Il y a une ophtalmoplégie partielle et plus ou moins une baisse de l'acuité visuelle. Donc, ça, c'est l'abcès sous périostée. Traitement généralement chirurgical, hospitalisation chirurgicale. Si nous avons un abcès, donc on a fait une étude dans notre service, généralement pour les abcès qui ont une épaisseur qui dépasse 3-4 mm, donc ça c'est évalué et estimé au scanner. Si nous avons une épaisseur donc, qui dépasse 3-4 mm, l'indication chirurgicale s'impose. Donc le stade 4, c'est l'abcès orbitaire. Donc c'est-à-dire l'abcès a dépassé le périos et un passage vers la région rétro-orbitaire ou orbitaire, intra-orbitaire. C'est le stade 4 avec un œdème palpébral inquiétant. C'est ça le chymosis. Hein. Vous voyez ici. Exophthalmie directe et réductible. La pression du globe
déclenche une douleur atroce, intolérable. Il y a une ophtalmoplégie complète. Il y a une altération visuelle importante. C'est un stade 4. Traitement chirurgical s'impose. Et puis le dernier stade, je l'ai mis en rouge, c'est le stade du thrombose du sinus caverneux. Donc, thrombose du sinus caverneux, c'est le stade 5, avec une ophtalmoplégie complète. On va avoir une cécité, une atteinte oculaire contralatérale par passage de l'infection via les deux sinus caverneux et puis le nerf optique contralatéral. Et bien sûr, il y a un tableau d'infection généralisée, un tableau de sepsis généralisé sévère avec altération d'état général, des réactions méningées, des méningites, convulsions, voire coma et décès. Donc, une sinusite ethmoïdale non traitée, un risque grave, un risque de donner des complications très graves jusqu'au décès. D'accord? C'est clair? Vous avez compris cette classification où je revois les choses? Donc, c'est une classification tomodensitométrique, bien sûr. Donc, pour voir un abcès, le périoste, les cellules et tout ça, il faut une TDM. Je vous ai dit, en matière d'exploration des sinus, c'est le scanner. Le ConBeam, si on a la possibilité de faire un ConBeam, il est moins irradiant. Mais si on n'a pas de ConBeam dans les parages, on demande un scanner. Hospitalisation et traitement à partir du stade 3. On peut traiter médicalement, surveiller de près, hein, comme du lait sur le feu, stade 1 et stade 2. C'est-à-dire on donne un traitement et on revoit le lendemain. Traitement parentéral, traitement hospitalisation, stade 3, 4, 5. Stade 2, limite, on peut hospitaliser pour la surveillance. Stade 1, traitement en ambulatoire, mais toujours avec une surveillance stricte. Est-ce que ça diffère par germe? Alors, l'idéal, c'est de faire un prélèvement antibiogramme. Et bien sûr, donc, le traitement probabiliste de première intention, c'est d'associer, je parle pour le 3, 4 et 5, d'associer une céphalosporine de troisième génération et un aminoside. Et puis, bien sûr, on fait le prélèvement et on attend les résultats de l'antibiogramme. L'aminoside, comme la gentamicine ou l'amicacine, hein. Si on a diagnostiqué l'ethmoïdite, c'est mieux de l'orienter le patient vers l'ORL ou le médecin généraliste doit. Alors, je vous ai dit, c'est-à-dire un traitement spécialisé, c'est le 3, 4, 5. Maintenant, si on a un ORL qui n'est pas très loin, on peut toujours tenter un traitement. On revoit le malade le lendemain. S'il y a une amélioration, oui. S'il n'y a pas d'amélioration, on l'envoie. C'est hyper spécialisé. Les montants en plaques, non. Ça, c'est pas très clair. C'est dépassé. Il faut demander le scanner. Alors, en matière de sinusite maxillaire aiguë, etc., donc le diagnostic est clinique. Donc, on n'a pas besoin de demander quoi que ce soit. Ni prélèvement bactériologique, ni montant en plaques, ni scanner, ni rien du tout. Quel antibiotique chez l'enfant? La même chose. Si on hospitalise l'enfant, c'est les céphalosporines troisième génération. On peut associer un aminoside, plus ou moins un aminoside. Le traitement de première intention, comment on effectue mieux le lavage sinusien? Sérum salé et isotonique. Des lavages. Lavage au sérum, vasoconstricteur local, lutter contre l'inflammation, lutter contre l'œdème. Nez montant plaque, c'est une radio standard, nez montant plaque, c'est-à-dire qu'on met le nez et le menton contre la plaque. Il y a le nez montant plaque, il y a le nez franc plaque. Nez montant plaque, c'est ce qu'on appelle l'incidence de Blondeau. Blondeau aussi, c'est un médecin ORL donc, qui exerçait à Alger. C'est un pied noir. Donc, nez montant plaque, c'est une radio standard. On l'utilisait autrefois pour le diagnostic des sinusites. Et maintenant, c'est le scanner ou le combine.
Sinusite avec éthymoïdite peut être d'origine allergique? Non, elle est infectieuse. On n'a pas de sinusite d'origine allergique, mais c'est l'allergie qui peut provoquer, c'est un facteur de risque. Mais une sinusite éthymoïdite, généralement, c'est la surinfection. Le stade 1, oui, c'est l'amoxicilline acide clavulanique, c'est bien. La TDM est obligatoire dans le diagnostic d'une sinusite. Sinusite aiguë, non. Le diagnostic se fait cliniquement, donc à la base de douleur, fièvre, obstruction nasale, jus dans le méa. Donc ça, c'est clinique. Dans les sinusites chroniques, sinusites d'origine dentaire, fongique, allergique, etc., il faut faire un scanner. Non, pas d'antihistaminique, sauf si on suspecte une allergie, l'allergie pour éviter les symptômes de l'allergie, mais c'est pas pour traiter le sinusite. Pour les enfants qui pratiquent là, j'ai pas compris. Oui, l'enfant de plus de 2 ans, on peut donner. La purulence de la rhinorrhée oriente-t-il vers l'origine bactériologique non bactérienne? Non. Non, ça ne veut rien dire. On peut avoir des sécrétions purulentes, mais l'origine est virale. Non, ça ne veut rien dire. Même dans les angines avec un enduit blanchâtre, c'est pas sûr que ça soit bactérienne à 100%. Elle peut être aussi virale. Corticoïdes, oui, je vous ai dit les corticoïdes, si elle est bloquée. La natation, votre question, est-ce que les enfants, pour les enfants qui pratiquent la natation, ça n'a rien à voir. La natation, en piscine, dans la mer, c'est différent. Bon, en piscine, il n'y a pas de problème, donc il peut pratiquer la natation sans problème. Et bien sûr, donc pour la mer, c'est une bonne chose. Donc ça permet de laver les sinus. Ça lave bien. Donc c'est-à-dire au lieu de ramener de l'eau de mer à la maison, c'est l'enfant qui se déplace vers l'eau de la mer. Est-ce qu'il y a une sinusite sans rhinorrhée? Oui, dans les sinusites bloquées. Sinusite bloquée, donc il n'y a pas de rhinorrhée. Sinusite bloquée, douleur atroce. En piscine, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication. D'autres questions? Est-ce qu'une hyperalgie oriente aussi à la TDM? Oui, une sinusite bloquée, hyperalgique. On demande un scanner, peut-être. Oui, le but du scanner, c'est pas pour le diagnostic, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, que le diagnostic d'une sinusite aiguë est clinique. On demande un scanner dans le but de traiter chirurgicalement le malade. Et le scanner dans la chirurgie endoscopique, c'est notre GPS pour voir nos repères. C'est-à-dire pour ne pas, par exemple, traumatiser la base du crâne, pour ne pas traumatiser l'orbite. Dans une chirurgie endoscopique, on demande toujours un scanner préopératoire. Si un ORL proche, on traite médicalement seulement, pas dans le stade 3, 4 et 5. Stade 1, 2, معليش. Est-ce que la sinusite allergique peut être unilatérale? Non, allergique, c'est bilatéral. Sauf s'il y a un problème d'architecture, un problème architectural, on a un cornet qui est hypertrophié. Si on a un cornet hypertrophié, on a une cloison qui est déviée, qui obstrue l'osteo-maxillaire. Comment on traite pour les quatre types aigus, subaigus, chroniques et récurrentes? Aigus, traitement médical, traitement chirurgical. Subaigu, traitement des facteurs de risque. Chronique, il faut traiter. Chronique, c'est généralement elle est d'origine dentaire, fongique, corps étranger, etc. Donc, le traitement est chirurgical. Il faut traiter le, le facteur qui a provoqué cette sinusite. Récurrente, la même chose. Pourquoi elle est récurrente? Parce que soit elle est allergique, donc on traite l'allergie, soit elle est d'origine dentaire ou autre, donc il faut toujours traiter l'étiologie. Relation sinusite-migraine, pas de relation. Sinusite, migraine, c'est autre chose. C'est deux physiopathologies différentes. D'autres questions? On avance? Les causes d'une sinusite sphénoïdale, bon, c'est un problème de drainage.
Problème de drainage. Dans toutes les sinusites, le problème est un problème de drainage, comme je l'ai déjà mentionné, la physiopathologie. Est-ce que éthmoïdite non extériorisée peut compliquer? Bien sûr qu'elle peut compliquer. Donc au début, elle est non extériorisée et puis elle s'extériorise par la suite. Spray nasal, corticoïdes, comment on les donne et durée du traitement? Tout dépend. On ne les donne pas pour traiter une sinusite, mais on les donne pour traiter une allergie, une rhinite allergique. Bon, généralement, bon, on donne des corticoïdes au long cours parce que ça ne passe pas dans la circulation 1, il n'y a pas d'effet sur la muqueuse 2. Et puis, tout dépend on classe notre rhinite allergique. La rhinite allergique, il y a une classification, ce qu'on appelle la classification d'ARIA. Cette classification, donc, elle classe la rhinite ou la rhinite allergique en permanente intermittente ou bien permanente intermittente ou bien légère, modérée à sévère. Donc, il y a deux classifications. En fonction de cette classification, on va prescrire ces corticoïdes avec une différence de posologie, de dose et de durée de traitement. Alors, en cas d'allergie à l'augmentin, on donne un macrolide ou bien de la pristinamycine. On donne de la pristinamycine, pyostacine. D'autres traitements, d'autres questions? Donc on continue, on reprend les questions. Très bien. Ici, c'est un enfant pris en photo par Dr. Jaden en 2012. Voilà, on garde toujours sa photo. C'est ça la complication une ethmoïdite extériorisée vers l'orbite ou la complication orbitaire d'une ethmoïdite. Vous voyez? Et quand ça, c'est l'œil, tout ça, c'est l'orbite, et ça, c'est l'abcès sous-périostée. Le périos, il est là, le côté contralatéral. Ici, c'est le périos qui a été refoulé en dehors. Et il y a un abcès. Cet abcès, donc, il est très important. Donc, ça nécessite un traitement chirurgical. Alors, un petit cas clinique. Un enfant de 4 ans, fièvre 39 degrés, rhinorrhée, œdème palpébral droit, exophtalmie, douleur orbitaire. Quels sont les diagnostics possibles? Pour le diagnostic, au moins le diagnostic le plus incriminé, le plus évoqué. Quel est le diagnostic évoqué dans ce cas? Ethmoïdite, non extériorisée, pourquoi? J'ai dit œdème palpébral, non? Donc elle est extériorisée. Ethmoïdite extériorisée, c'est bon, bien. Plutôt extériorisée, très bien. Parce qu'il y a un œdème palpébral, il y a un passage de l'infection ou de l'œdème vers l'orbite, donc elle est extériorisée. Voici l'enfant. Hémorroïdite aiguë extériorisée, c'est le diagnostic principal. Il y a des diagnostics différentiels. Quels sont les diagnostics différentiels? Pourquoi vous parlez de traumatisme? Il y a la rhinorrhée, il y a la fièvre, il n'y a pas de notion de traumatisme. Hmm? Donc, un traumatisme ici est écarté. C'est une cellulite orbitaire. On ne sait pas si c'est une cellulite ou un abcès, hein. Quand vous parlez de cellulite orbitaire, c'est-à-dire que vous avez classé votre malade. C'est-à-dire que vous avez fait une TDM et vous avez classé votre malade, il est au stade 3. Stade 2, pardon. Néoplasie, fièvre, il y a de la fièvre. C'est aigu, néoplasie, c'est chronique. Bactérienne, probablement. Conjonctivite sévère, il y a la notion de rhinorrhée qui fait la différence. Atrésie de Cohen. Pourquoi vous parlez d'atrésie de Cohen? C'est les diagnostics différentiels. Bon, piqûre d'insectes, oui. Piqûre d'insectes peut être aussi diagnostic différentiel. Donc les dacryocystites. C'est quoi une dacryocystite?
Hmm? Atteinte rénale. Quoi, le rein? Rana fleuil, canal lacrymal. Ok, dacryocycite, c'est une inflammation de la voie lacrymale. Blépharite, inflammation du... Oui, blépharite, c'est bien. Inflammation du canal lacrymal, obstruction, très bien. Inflammation du canal lacrymal, très bien. On peut avoir aussi un furoncle de l'angle interne de l'œil. Un furoncle de l'angle interne de l'œil, donc un œil qui est enflé, il peut simuler, il peut mimer, il peut mimer une ethmoïdite. C'est bien. Staphylococcyx de la face, il y a toujours notion de porte d'entrée. Bon, elle est généralement bilatérale, donc elle n'est pas unilatérale. L'osteomyélite du sinus maxillaire, donc c'est l'os qui est touché, ou tumeur orbitaire, tout ça, c'est les diagnostics différentiels, mais le contexte est différent. Ici, la fièvre, elle est présente, il y a une rhinorrhée, la notion de temps, donc elle est aiguë, donc c'est-à-dire moins de 21 jours. Si on a une symptomatologie qui dure dans le temps, là, il faut penser à d'autres diagnostics. Non, un furoncle ne donne pas de rhinorrhée. S'il y a une stabilisation ou aggravation, il faut un scanner. Pas l'exophthalmie, c'est la mobilité, c'est l'acuité visuelle. L'exophthalmie, il a une exophthalmie, cet enfant. Zédo. Alors, un bilan ophtalmo, acuité visuelle, mobilité, c'est important. Ponction lombaire, c'est signe de méningite. Si l'enfant a des signes méningés, il faut une ponction lombaire. D'accord? C'est des examens qu'il faut demander en cas d'ethmoïdite. Que montre le scanner? Wesh tchoufou scanner. Pour parler d'ethmoïdite, quels sont les éléments retrouvés ou qu'on peut trouver au scanner? Abscess périostée, oui, on peut. Abcès orbitaire, oui. Z. Cellulite orbitaire, c'est les signes qu'on peut trouver. Ou une thrombophlébitie du sinus caverne. Donc, opacité des cellules ethmoïdales, abscess périostée, refoulement, c'est l'exophthalmie. Alors, quelle est la prise en charge immédiate? Je vous montre le scanner. Antibiotique, chirurgie. Pourquoi chirurgie? Pourquoi antibiotique? Antibiothérapie, céphalosporine troisième génération. Très bien. Très bien. Stade 1 de traitement médical, stade 3, 4, 5, chirurgie, c'est bien. C'est quel stade ADR, à l'enfant? Alors, ce que montre le scanner, ça, c'est les cellules ethmoïdales contralatérales, gauche, ou droite plutôt. Ou c'est les cellules ethmoïdales gauche. Elles sont comblées. C'est-à-dire il y a une inflammation, une collection au niveau des cellules ethmoïdales.
Ça, c'est le périoste de l'œil touché. Il y a une exophtalmie parce que, comme vous voyez ici, si on trace une ligne du rebord orbitaire vers la partie antérieure de l'os sigmoïdal, ici, donc on voit que il y a une exophtalmie. Donc il y a le globe donc, qui est beaucoup plus saillant que ce globe. Donc il y a une exophtalmie, il y a une opacité au niveau des cellules ethmoïdales, il y a une collection à l'intérieur de l'orbite, mais qui ne dépasse pas le périoste. Donc elle est sous périostée. D'accord? Donc c'est un stade 3, abcès sous périostée. Ah, vous avez répondu stade 3, c'est bien ça. 3, céphalosporine. Donc stade 3, donc il nécessite une hospitalisation et probablement un traitement chirurgical. En cas de résistance à l'augmentin, on donne quoi comme antibiotique? Pour les stades 1 et 2, on donne de la pristinamycine. Quelle est la prise en charge immédiate? Hospitalisation en urgence, antibiothérapie IV probabiliste, céphalosporine troisième génération, plus ou moins aminoside, chirurgie urgente, 6 signes de gravité. On a déjà parlé des signes de gravité. Alors, indiquer les critères de traitement médical versus chirurgical. Le traitement médical, c'est le stade 1 et 2 quand on a une cellulite périorbitaire sans exophtalmie, sans déficit visuel, ni paralysie. Donc, il faut toujours demander l'avis de l'ophtalmo, examiner l'acuité visuelle, examiner la mobilité du globe oculaire. Si jamais nous avons une mobilité qui est diminuée ou qui est abolie, si nous avons une acuité visuelle qui est touchée, qui est altérée, là, c'est l'urgence. Il faut hospitaliser le malade et il faut traiter chirurgicalement. Alors, le traitement chirurgical, s'il y a un abcès bien sûr important, si nous avons une exophtalmie irréductible, si on a une paralysie oculomotrice, une mydriase, une anesthésie cornéenne, si on a une baisse de l'acuité visuelle, si on a un échec du traitement médical après 48 heures. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'ethmoïdite? Alors, vous avez une idée sur le traitement chirurgical ou pas? Non. Qu'est-ce qu'on fait pour le traitement chirurgical devant une ethmoïdite compliquée d'abcès orbitaire ou d'un abcès sous périostée? Ethmoïdectomie, c'est bien. Ethmoïdectomie, elle se fait par voie? Par quelle voie? Endoscopie. Endoscopie endonasale. Nasale. C'est bien. Donc ça, c'est un cas d'un enfant qui a été opéré pour une ethmoïdite compliquée d'un abcès sous périostée gauche. Voilà. On fait une incision ici, ce qu'on appelle l'incision de Jacques. Donc une incision franche, on doit atteindre l'os, inciser le périoste et puis on décolle. On décolle en sous-périosté jusqu'à, bien sûr, la collection. Jusqu'en la collection est atteinte, bien sûr, et on essaie de drainer cette collection comme vous voyez ici dans cette vidéo. Incision de Jacques au niveau de l'angle interne de l'œil. On incise. Et puis, on fait un décollement. Et vous voyez la collection, elle est là. Donc, le drainage il se fait avec un traitement antibiotique
hospitalisation, des lavages, et on laisse une lame de drainage pendant 24-48 heures, et puis tout rentrera dans l'ordre. Donc, la deuxième technique, donc on peut traiter une ethmoïdite par voie endoscopique. C'est un autre malade donc, qui a été traité par endoscopie, par voie endoscopique, pour un abcès sous périostée. Voilà, fosse nasale, ethmoïdectomie. Je suis en train de faire ici une ethmoïdectomie par voie endoscopique. On doit enlever, on doit apparaître, on doit enlever toutes les cellules ethmoïdales malades, inflammées, infectées. Vous voyez, il y a pas de collection au niveau de l'ethmoïde, hein. Toutes les sécrétions et toute l'infection est passée dans l'orbite. Bien sûr, ici, c'est après avoir fait un scanner, voir, faire le diagnostic d'un abcès sous périostée. Et puis, à un moment donné, on arrive au niveau de la lampe papyracée, la lampe papyracée qui sépare l'ethmoïde de la fosse nasale. Ça, c'est la base du crâne, et ça, c'est la lampe papyracée. Et puis, hop, il y a le drainage qui se fait après l'ouverture de cette lampe papyracée, après une incision au niveau de la lampe papyracée, comme vous voyez ici. On fait toujours un prélèvement afin d'isoler le germe. C'est bien pour le profil épidémiologique ou bactériologique de nos malades, et puis pour ajuster le traitement par la suite. Voilà. Donc, c'est les deux types de traitements. Donc, le traitement, il se fait soit par voie externe, une petite incision au niveau de l'angle interne de l'œil, qui est dissimulée dans un pli cutané. Et bien sûr, donc, elle n'est pas vraiment visible. Mais l'idéal, c'est de faire un drainage par voie endoscopique, plus esthétique et plus sûr. Vous avez des questions? Après guérison, risque de récidive. Risque de récidive donc, si on a des facteurs de risque, bien sûr, donc on doit toujours traiter les facteurs de risque. Qu'est-ce qui a donné On a eu des ethmoïdites comme ça, récidivantes, mais si on fait une bonne ethmoïdectomie antérieure et postérieure, il n'y a pas de risque de récidive. Les complications post-opératoires. Quel type de complications d'ordre iatrogène, chirurgicales, faites par le chirurgien, ou les complications post-infectieuses? En principe, on opère pour traiter le malade, c'est pas pour avoir des complications. Comment faire le contrôle hémostatique? Contrôle hémostatique. Contrôle hémostatique, s'il y a un saignement, s'il y a un vaisseau qui est touché, donc il faut le ligaturer, il faut le cautériser. Mais sinon, pour l'inflammation, on utilise des produits vasoconstricteurs comme la nafazoline, comme l'épinéphrine, comme l'adrénaline, etc. Incidence selon l'âge. On n'a pas des chiffres en Algérie, mais ça reste plus ou moins fréquent. L'âge, c'est avant 10 ans, beaucoup plus, hein, selon l'âge. Vous avez d'autres questions? Alors,
En fonction du stade, je vous ai dit stade 1 et 2, traitement médical, stade 3 et 4, et 5, traitement chirurgical. Traitement chirurgical, il faut faire une ethmoïdectomie, drainage de l'abcès. S'il y a une thrombophilie du sinus caverneux, on est vraiment à un stade dépassé, hein. Sinusite et vascularite. La sinusite, c'est l'inflammation de la muqueuse du sinus. La vascularite, c'est le vaisseau. Donc, c'est deux entités différentes. Que signifie le terme de pneumatisation en ORL? Un sinus pneumatisé, un sinus mal pneumatisé ou non pneumatisé. Un sinus non pneumatisé, c'est-à-dire qu'il est absent. En cas d'agénésie d'un sinus, il n'est pas pneumatisé. Une mastoïde pneumatisée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sinus, plusieurs cellules. Et une mastoïde qui n'est pas pneumatisée, maintenant elle est éburnée, il n'y a pas de cellules. Il y a de l'os compact. En cas d'angine unilatérale, on doit penser à quoi? On doit à une pathologie cancéreuse. Et un carcinome amygdalien ou un lymphome, ou une hémopathie maligne. Tout ce qui est unilatéral, tout ce qui est unilatéral est suspect. Il faut faire attention, il faut envoyer à l'ORL. D'autres questions? L'origine tuberculeuse, oui, on a eu des cas. C'est rare, mais on a eu des cas. J'en ai eu 2 ou 3 cas. D'éthmoïdite d'origine tuberculeuse. Bien sûr, donc il faut faire des biopsies. Biopsie anapathe. Il faut chercher du casium dans l'étude histologique, dans la nécrose caséeuse. Si nous avons la nécrose caséeuse, le diagnostic est posé. Est-ce que la sinusoplastie par ballonnet est utilisable dans nos services ORL? Alors, la sinusoplastie par ballonnet, c'est beaucoup plus pour les sinus frontaux. Bon, c'est un matériel qui est coûteux. Non, on n'en a pas. Mais si on a le ballonnet, il est facile à placer. D'autres questions? Du tout. Il n'est pas invasif, oui. Merci. Vous avez d'autres questions? Il serait intéressant en résumé de fixer le rôle d'un médecin généraliste en Très consultation, important. Très d'un important. médecin aux urgences, généraliste aux urgences. Rapidement, Hector. Ce que vous attendez d'eux. Alors, voilà, donc la question est pour moi. Voilà, ce qu'on attend d'un médecin généraliste en matière de sinusite ou en matière de pathologie ORL. Bon, j'étais déjà clair pour tout ce qui est atteinte unilatérale, il faut faire attention. Il ne faut pas laisser traîner le malade. Donc, on peut toujours tenter un traitement de 24-48 heures, mais s'il n'y a pas d'amélioration, le malade doit être adressé chez le spécialiste. 1. Pour les sinusites, pas toutes les sinusites sont bactériennes. La plupart sont virales. Donc, il faut toujours traiter symptomatiquement, un traitement symptomatique pendant 24-48 heures, et puis on revoit le malade, si on a la possibilité de le revoir. Donc, s'il y a une amélioration, tant mieux. S'il n'y a pas d'amélioration, bien sûr, on peut associer l'antibiotique. Ça, c'est 2. Troisièmement, le traitement, ou d'abord le diagnostic de la sinusite est médical. Dans tous les cas, il est médical. Donc, il faut éviter de prescrire tout ce qui est radiographie standard, nez en plaque, nez en plaque, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Ça ne sert à rien. Il faut toujours faire le diagnostic cliniquement. Maintenant, pour les sinusites chroniques, c'est la TDM. Voilà.
Grosso modo, c'est ça. Et puis, on n'hésite pas de toujours demander l'avis d'un spécialiste si on en a besoin. On marche comme à tout moment. Merci, professeur. Vous pouvez nous programmer les épistaxis prochainement. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, ça va se faire, Inch'Allah. Ce mois-ci, c'est un peu difficile, ils sont submergés, nos enseignants. Ah, ouais, ouais, Et ouais. nous, on cherche toujours des enseignants de qualité pour vous, qui ont du recul. Bon, ils sont tous de qualité, mais ceux qui ont du recul et qui connaissent bien le terrain et qui connaissent bien ce qui se passe aux urgences, ce qui se passe, quelles sont les défaillances, parce qu'ils reçoivent des étudiants, ils voient le résident, quels sont leurs réflexes. Donc c'est ça notre but. Et le mois de mai est un peu chargé pour eux. Oui, ça va être peut-être début juin ou mi-juin, hein. Inch'Allah, Inch'Allah, on Inch'Allah. va essayer de faire l'épistaxis, Inch'Allah. Le Roxy. Donc, vous transmettez la communication ou c'est pas la peine, c'est vous qui Ah voyez. non, mais je peux leur faire un résumé de la situation, beaucoup mieux peut-être un résumé de la situation. On n'est pas trop. Aucun souci. Ok, d'accord, merci Voilà. beaucoup. Je vous en prie, madame. Allez, très La bonne cause journée. hormonale de la sinusite chez la femme enceinte avant de vous se quitter. Pardon? La cause hormonale de la sinusite chez la femme enceinte, ça c'est une Alors, dernière question. les hormones. Les hormones chez la femme enceinte peuvent engendrer une rhinite, ce qu'on appelle une rhinite vasomotrice. Et quand on a une rhinite vasomotrice, il y a risque toujours d'œdème, congestion, et ça peut donner une sinusite. C'est-à-dire que c'est le même mécanisme de la sinusite. C'est quoi? C'est le mauvais drainage. S'il n'y a pas de drainage du sinus, ça donne une sinusite. Donc là, il faut traiter la rhinite vasomotrice ou traiter la sinusite comme dans les autres sinusites, comme les sinusites bactériennes, que ce soit d'origine rhinogène ou d'origine dentaire. C'est les antibiotiques, bien sûr, les antibiotiques qui ne sont pas phytotoxiques, l'amoxicilline, les lavages des fosses nasales, etc. Donc, que ce soit femme enceinte ou un autre terrain, c'est la même chose. C'est le même mécanisme physiopathologique, c'est le mauvais drainage. Donc, si on assure un bon drainage du sinus, on peut traiter cette sinusite. Voilà, d'autres Voilà, questions? on est à la fin. Non, il n'y a plus de questions. Merci. J'arrive pas à faire la différence entre diagnostic allergie saisonnière et sinusite bactérienne ou virale. Bon, Ah, donc l'allergie pour la sinusite, je vous ai dit, si elle est aiguë, c'est pendant une petite période. Et puis, dans la rhinite, on n'a pas de fièvre. On n'a pas de... La rhinorrhée, elle n'est pas purulente. Elle est aqueuse, elle est muqueuse, mais elle n'est pas purulente. C'est ça la différence. Puis la douleur. Dans la rhinite allergique, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de signe de ce qu'on appelle quand le malade donc, penche sa tête en avant, la douleur est accentuée dans la sinusite, mais ce signe est absent dans la rhinite allergique. Voilà, il y a une différence quand même entre rhinite allergique et sinusite infectieuse. Et puis, en cas de doute, il faut toujours demander des petits bilans infectieux. S'il n'y a pas d'infection, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus vers le côté allergique que infectieux. D'autres questions? je pense qu'on va vers la fin, on va arrêter ici, vous libérer. Merci. On vous remercie énormément, professeur C'est le mec, madame. Je vous dis à la Sahaïd. prochaine. Ne Inch'Allah. m'oubliez pas pour le résumé à Inch'Allah. une Inch'Allah. On va faire un prochaine, résumé. Inch'Allah. On va essayer de faire le maximum. Voilà, pour nos Inch'Allah. confrères. Merci, madame. Inch'Allah. Au Merci, revoir. merci à vous, Salam. c'est un plaisir. Plaisir Sahaïd. partagé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Recording stopped.